Voilà, il est temps de prendre une décision. Est-ce que vous voulez survivre à cet effondrement économique ou pas? C'est une décision qu'il vous faut prendre. Je ne peux pas la prendre pour vous et c'est une vraie décision. Ça se prépare, la survie, la préparation est quelque chose de sérieux et ne s'improvise pas. Il faut décider à un moment que ça va être quelque chose que vous allez faire. Alors c'est la décision que j'ai prise moi-même il y a quelques années et je me suis dit voilà, je vais me préparer. Et finalement, mon livre est surtout, au-delà de l'analyse de ce qui se passe, ça c'est les premiers chapitres, mais l'essentiel de mon livre, c'est surtout sur les solutions pratiques. Comment allons-nous nous préparer à la survie? Eh bien, il n'y a pas 36 000, à mon avis, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit nous avons un changement de toute la société pour moins de consommation et que ça se fait relativement pacifiquement, soit nous devons le faire par nous-mêmes et commencer par un travail tout d'abord individuel et ensuite l'étendre aux autres. Et je vais vous expliquer comment. Tout d'abord vient le concept de base autonome durable. L'idée que j'ai développée, et plutôt que j'ai pris d'un livre qui existait déjà, un livre qui s'appelait G5G, et qui parlait justement de base autonome durable, m'a séduite parce que l'idée d'une base, c'est que vous n'allez pas pouvoir survivre en étant nomade, en vous baladant. Ça va être beaucoup plus difficile dans un monde sans pétrole et un monde devenu extrêmement violent. Vous allez probablement devoir vous réenraciner, trouver un endroit où vous allez pouvoir devenir autonome. Et l'autonomie peut difficilement se faire en tant que nomade. L'autonomie, elle vient forcément parce que vous êtes proche des richesses naturelles et les vraies richesses naturelles sont celles du sol, celles de la terre. Et puis durable parce que l'idée est de devenir autonome dans la durée et non pas simplement euh, par pour quelque temps, parce que vous ne savez pas quelle va être la durée de la crise. Peut-être que nous allons avoir une crise de 6 mois, très difficile. Peut-être que nous allons avoir une crise de plusieurs années. Mais il se peut aussi que la crise dure des décennies, voire plusieurs générations, le temps que l'on retombe sur nos petites pattes. Et donc, c'est difficile. Et donc, on va réapprendre, on va se recréer, on va réapprendre à vivre comme vivaient probablement nos ancêtres il y a 100, peut-être 150 ans, 200 ans. Je ne pense pas qu'on va reculer très loin, mais enfin, je crois qu'on va reculer quand même. Et donc, on va réapprendre. Par exemple, ici, c'est une image d'une ferme fortifiée en France. Voilà, ils avaient tous les éléments. Ils avaient du terrain, ils avaient de l'agriculture, et puis finalement, leur ferme était fortifiée, donc il était difficile pour un brigand de venir chaparder ou pour une force de pillards de venir et prendre d'assaut la ferme. La ferme pouvait se défendre. Ça, c'est tout à fait un concept intéressant dans les bases autonomes durables. Il n'y a pas besoin que ce soit si compliqué. On peut très bien imaginer des maisons tout à fait sympathiques et modestes à la campagne. On peut même imaginer des bases autonomes durables urbaines. C'est un peu le thème du prochain livre que j'ai écrit avec Wall West, qui sort en octobre 2012, donc très bientôt. Mais évidemment, la taille va être en fonction du nombre de personnes qui vont y vivre. Et donc on va y parler. Ça peut être effectivement des maisons rurales, ça peut être des maisons toutes petites, ça peut être des maisons, ici c'est je crois au Canada, au Québec pour être précis, une maison assez luxueuse, assez grande. Nous allons parler de tout ce qui est nécessaire pour établir une bonne base autonome durable. On peut imaginer aussi des bases autonomes durables, ça c'est celle d'un très bon survivaliste dans le sud de la France qui vraiment fait un travail excellent avec des moyens très modestes et beaucoup de récupération. Il a une caravane et puis il n'a pas oublié de bien vivre avec du bon vin. Et de toute façon, il s'est bien débrouillé sur un tout petit lopin de terre et il fait du très très bon travail. Donc ce n'est pas qu'une question d'argent, on va y revenir, c'est quelque chose que l'on peut faire petit à petit. Alors évidemment l'argent aide pour aller plus vite, l'argent aide pour faire plus. Un panneau solaire, c'est pas gratuit, il faut l'installer par exemple, etc., etc. Mais enfin, c'est jouable même avec des petits budgets. On peut même imaginer, il y a pas mal de gens, pas mal de mes clients, lorsque je fais du conseil, eh bien, me disent, ben voilà, moi, ma stratégie, c'est d'être plutôt sur un bateau. C'est jouable, ça a des avantages et des inconvénients, comme chaque endroit, chaque cas est totalement unique. Il y a bien sûr les avantages euh, de la capacité à ne
c'est difficile de se faire attraper, mais en revanche, voilà, on peut pas stocker beaucoup de nourriture, c'est difficile d'être autonome pour l'alimentation. La pêche n'est valable que pour un certain temps, et de temps en temps, il va falloir retoucher terre. Comment est-ce qu'on va retoucher terre? Et par exemple, il y a aussi la question de se défendre contre les attaques de pirates, parce que beaucoup de gens vont devenir pirates. Par exemple, pendant 1000 ans, la Méditerranée a été ravagée par les pirates venant d'Afrique du Nord et de l'Empire ottoman. Ça, on oublie de le dire, hein, la colonisation algérienne, elle a commencé pour se débarrasser des pirates, qui avaient mis à feu et à sang pendant des siècles les côtes les côtes nord de la Méditerranée. Bon, bah, cette piraterie, elle va recommencer parce que les pêcheurs qui n'auront plus de poissons, les pêcheurs qui ont besoin de revenus, ils vont prendre d'assaut les bateaux. Ceux qui naviguent encore, donc probablement on va revenir à la marine à voile, mais celle-ci, elle devra se défendre. Donc ce sera pas évident. Et puis on peut imaginer les gens qui s'exportent. Il y a des gens qui se disent, bah voilà, je quitte la France, je quitte la Suisse, je quitte la Belgique et je vais en Thaïlande, en Afrique, au Brésil. Il y a ce cas de figure. Alors là aussi, bien sûr, il va falloir être certain d'être bien accueilli et d'être certain de bien appliquer à cet endroit les règles fondamentales de la base autonome durable, règles que nous allons voir tout bientôt. Et puis, il y a aussi finalement, la base autonome durable ressemble au concept de monastère. Ici, c'est un monastère en Grèce. L'idée des monastères, c'était des endroits sûrs, parce que la base autonome durable, elle doit donner de la sécurité. Ce sera une des choses les plus recherchées. Mais aussi l'autonomie, et rappelez-vous comment les monastères avaient leurs champs, cultivaient leur potager, et avaient une autonomie assez importante. Ça peut être un appartement. Alors la question, c'est où mettre en place une base autonome durable. Donc typiquement aux États-Unis, voilà où sont les grandes zones d'urbanisme et les grandes villes. Et vous pouvez le voir, c'est clair qu'il y a des zones où, à mon avis, ça va craindre. Alors encore une fois, on fait un livre sur comment survivre en ville, mais vous allez voir en lisant le livre que c'est quand même assez compliqué et que c'est beaucoup plus facile de vivre à la campagne. Donc si vous pouvez vivre en ville, très bien. Mais si vous n'y arrivez pas, c'est vraiment dur. Et à ce moment-là, bien, il va falloir que vous fassiez attention de ne pas installer votre base durable trop près des villes. Donc, passons à l'Europe. Alors, le plus simple, c'était encore de voir une photo de nuit, une photo aérienne du continent européen de nuit. Et là, on voit bien où sont les grandes agglomérations urbaines. On voit Paris, Londres, Birmingham, Liverpool, la région Bruxelles, la région Rotterdam, La Hague, la Ruhr, Milan, Rome, Naples, Madrid, bien sûr, Berlin. Qu'est-ce qu'on a aussi? On voit les grandes villes que sont Stockholm, Prague, Varsovie, Moscou, Leningrad, Istanbul, etc., Athènes. Ça, ce sont des grandes villes, Barcelone, ce sont des grandes villes où ça va craindre. Tiens, on remarque d'ailleurs dans la mer du Nord des petites lumières, ça ce sont encore les plateformes de forage offshore en mer du Nord. Bon. Bref, il y a des grandes villes, donc il va falloir apprendre à être loin des zones densément peuplées. Et là, en France, il y a clairement un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de zones parfaitement vides. Mais en revanche, il y a quand même des zones très très densément peuplées, et ça ce seront les zones où il faudra a priori éviter. Typiquement, éviter de vivre à Paris. Ensuite, il faut réfléchir aussi où mettre en place votre base autonome durable en fonction des centrales nucléaires, parce qu'encore une fois, c'est un gros risque. Donc il y a des zones en France où vous êtes tranquille, relativement tranquille. La zone de la Bretagne, les Pyrénées sont relativement tranquilles. Voilà, il y a des endroits où vous pouvez être relativement loin. Je pense pas que c'est la priorité première. Vous allez voir quelles sont les priorités, mais enfin ça peut être un critère. Donc dans la prochaine présentation, nous allons voir quels sont les éléments fondamentaux à mettre en place. Il y en a 7 pour mettre en place votre base autonome durable.